on peut commencer gentiment, les autres nous rejoindront. Donc, bonjour à tous de nouveau. Bienvenue dans ce webinaire qui a été organisé par les équipes de l'ANR en charge des partenariats Biodiversa Plus et Water for All et en lien avec le point de contact national Horizon Europe pour le cluster 6, dont je fais partie. Alors, je vous propose de commencer directement. Donc, je pense que vous avez tous eu le programme, mais ça me semble utile quand même de revenir 2 secondes dessus. Donc, on aura une première séance d'1 heure en plénière, donc tous ensemble avec des présentations des uns et des autres. Donc, je vais commencer, moi, par une petite introduction sur le principe des partenariats dans Horizon Europe et en particulier pardon, des partenariats cofinancés, puisque c'est le cas pour Water for All et Biodiversa Plus. Ensuite, on aura une présentation de Water for All et de l'appel à projet 2023 par Esther Diez Cebollero, qui est responsable scientifique à l'ANR, puis une présentation du partenariat Biodiversa Plus et de l'appel à projet 2023 par Clara Superbi, qui est chargée de projet scientifique à l'ANR pour Biodiversa Plus. On aura quelques minutes de questions-réponses en fin d'heure. Et ensuite, on sera tous répartis dans deux sessions parallèles qui vous permettront de voir vraiment plus dans le détail les modalités pratiques de participation à ces appels et puis voilà, de pouvoir poser éventuellement vos questions et bien comprendre comment est-ce qu'on peut participer, comment est-ce qu'on dépose un projet et un peu les conseils à avoir en tête. Et donc, on aura une session pour Biodiversa Plus et une session pour Water for All, voilà, qui seront animées par les équipes de l'ANR. Donc, voilà pour le programme très rapidement. Je vais commencer par quelques petits propos introductifs. Donc, moi, je suis Laura Seden, je fais partie du point de contact national pour le cluster 6 auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je travaille avec donc, notre coordinateur, c'est Antoine Kieffer, que vous connaissez peut-être, certainement même. Et donc, voilà, je vous propose juste de remettre un peu dans le cadre européen les partenariats que sont Biodiversa Plus et Water for All pour qu'on sache bien de quoi il s'agit. Donc, on est évidemment on s'inscrit dans Horizon Europe, hein, dans tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, le programme cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne qui s'étend de 2021 à 2027. Et pour resituer un peu d'où viennent les partenariats, euh, ils découlent vraiment de l'organisation de l'Union européenne avec la planification stratégique, qui est une espèce de strate de discussion que met en place la Commission européenne pour fixer les grands objectifs un peu à mi-parcours du programme cadre. Donc là, on s'inscrit dans la planification stratégique 2021-2024 avec des grandes priorités politiques et des impacts attendus que vous retrouvez dans plusieurs dispositifs de financement. Donc, pour être très clair, quand on s'intéresse aux problématiques d'environnement, de biodiversité, de ressources, d'eau, etc., et aux thématiques en général du cluster 6, vous avez des opportunités de financement directement dans le programme de travail du cluster 6. Là, on est actuellement sur le programme de travail 2023-2024, avec les appels 2023 qui sont passés, mais vous avez accès aux appels 2024. On a également les missions, hein, on n'est pas là pour les présenter, mais vous savez qu'il y a des missions qui existent et qui s'inscrivent aussi pleinement dans ce pilier 2 d'Horizon Europe. Donc, au niveau du cluster 6, on a la mission Sol Sain et la mission Océan et Eau qui sont rattachées thématiquement au cluster 6. Et puis, on a évidemment le troisième volet qui nous intéresse aujourd'hui, sont les partenariats qui permettent aussi d'avoir des opportunités de financement intéressantes pour tous les acteurs nationaux. Alors, pour avoir un peu une idée de ce que sont les partenariats et de la nouvelle approche qui a été mise en place pour Horizon Europe, donc les partenariats sont des initiatives où ce sont à la fois l'Union européenne et les États membres qui vont s'associer ensemble avec soit des acteurs publics, soit des acteurs privés pour mettre en œuvre un programme d'activité de recherche et d'innovation. Voilà, ça peut rassembler voilà, vraiment des consortiums d'entreprises. Ça peut être
là, comme ce qu'on va voir, des agences de financement nationales qui vont venir compléter le financement de la Commission européenne et qui vont permettre voilà, d'organiser un peu des synergies entre l'action nationale et l'action européenne. L'enveloppe financière, elle est entre 400 et 500 millions d'euros sur les 7 années de Horizon Europe, avec du coup voilà, un cofinancement qui est attendu d'environ 300 à 350 millions des États membres. Alors, donc, les partenariats, ils viennent un peu d'anciens outils qu'on pouvait avoir. On avait des Aranet CoFood, on avait des JPI, des choses comme ça sous H2020, pour ceux qui suivent l'Europe depuis quelques temps. Maintenant, avec Horizon Europe, la Commission européenne, elle a essayé vraiment de simplifier un peu le paysage des partenariats pour voilà, qu'on ait un peu un cadre compréhensible et qui soit plus simple d'accès pour les acteurs. Donc voilà, il y a une nouvelle génération de partenariats qui est lancée avec une architecture qui est qui est plus simple, une approche systématique et plus transparente pour la sélection des appels, et puis vraiment des orientations stratégiques avec des partenariats qui sont très thématisés, ce qui rend ce qui facilite aussi l'accès pour les acteurs. On sait quand on s'intéresse à la biodiversité qu'il y a un partenariat Biodiversa et c'est facile de s'y retrouver. Donc, il y a 3 types de partenariats, comme vous le savez, les coprogrammés, euh, qui sont en général des accords contractuels entre la Commission et des États membres, voire des partenaires privés ou publics. Les cofinancés, donc là, ce sont vraiment les partenariats qu'on va voir aujourd'hui, hein, qui sont cofinancés plutôt à destination des acteurs publics par des conventions de subvention en lien entre la Commission européenne et des agences nationales de financement, comme l'ANR pour la France ou la Fondation de la recherche pour la biodiversité. Et puis, on a un troisième type de partenariat qui sont les partenariats institutionnalisés, qui sont là vraiment plus des structures ad hoc qui vont lancer leur propre programme de travail. Euh, voilà, et qui souvent sont vraiment liés à des consortiums d'acteurs privés, même si c'est aussi ouvert au public, mais voilà, ça vous donne un peu une idée des différences entre les trois. Alors, juste pour donner, alors je suis désolée, les chiffres sont très petits, mais pour vous donner un petit peu une idée de l'évolution entre Horizon 2020 et Horizon Europe, voilà, on avait beaucoup d'outils. Vous voyez sur le volet droite les montants financés par par la Commission européenne sous H2020 et sous Horizon Europe. Donc, vous voyez que déjà, il y a une petite augmentation des financements des partenariats, ce qui est intéressant. Et par contre, vous voyez sur le volet de droite de la slide le nombre de partenariats ou le nombre d'outils ou d'initiatives qui étaient équivalentes à des partenariats. Donc, effectivement, vous voyez des faits flagship, des Eranet Cofoon, des articles 187, etc. Vous voyez que le nombre de types de partenariats a été vraiment resserré sur certaines thématiques et sur certains partenariats. Donc voilà, il y a vraiment une approche qui est un petit peu plus clarifiée, en tout cas pour les acteurs. Donc, un petit peu plus de budget et un paysage plus simple, plus clair. Donc, ce qui est quand même une initiative intéressante. Alors là, pour le cluster 6, vous voyez la liste des partenariats cofinancés. Donc, on va retrouver évidemment Biodiversa Plus et Water for All. On a aussi, sans rentrer dans le détail, un partenariat sur l'économie bleue, SBEP. On a des partenariats, donc ça, ce sont les 3 qui ont été lancés entre 2021 et 2023. Et ensuite, pour les deux prochaines années, il y a 4 autres partenariats qui vont se lancer avec des appels à projets qui pourront potentiellement vous intéresser. Le partenariat agroécologie, le partenariat santé animale, le partenariat agriculture, données de l'agriculture, et le partenariat sur des systèmes de santé sains et durables pour les populations, la planète et le climat. À noter, on a un autre partenariat Cluster 6 qui n'est pas un partenariat cofinancé, qui est le partenariat Circular Bio-Based Europe, CircBio, qui est un joint undertaking, donc un partenariat institutionnalisé. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir aussi en tête quand on est plus sur voilà, qui ciblent plutôt les industries biosourcées et toutes les techniques des produits et des nouveaux services biosourcés.
Voilà, donc c'est une introduction vraiment très générale. Je laisse évidemment le soin aux équipes de l'ANR de rentrer plus dans le détail de Biodiversa Plus et Water for All, puisque c'est le but de la journée ou de ce webinaire. Quelques liens utiles que vous aurez, évidemment, vous aurez les slides à la fin de ce webinaire. Euh, Vous savez, comme vous êtes tous inscrits sur une plateforme qui s'appelle horizon-europe.gouv.fr, voilà, il y a aussi beaucoup de contenu sur ce site web. Ce sont les points de contact nationaux comme moi qui le mettons à jour régulièrement. Donc, il ne faut pas hésiter à aller le consulter régulièrement. Voilà. Et une toute dernière slide pour vous présenter le point de contact national. Donc, on est 5 avec donc Antoine Kiefer qui est coordinateur du PCN, comme je vous le disais. Donc, on est tous rattachés à plus ou moins de temps de travail au ministère. Mais voilà, on est vraiment à votre disposition si vous avez des questions sur le cluster 6 dans son ensemble. Et évidemment, on travaille évidemment en lien étroit aussi avec les collègues de l'ANR sur les partenariats. Voilà pour ma partie. Et du coup, je laisse la main à Esther, il me semble, pour la présentation du partenariat Water for All. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Juste c'est bon. Alors, il y a un écho. C'est bon? Voilà, donc merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence cette après-midi d'information. Donc, je vais m'occuper de faire une présentation sur les partenariats Water for All et je vais vous donner des informations également sur l'appel 2023 qui a été lancé le 12 septembre. Mais d'abord, comme je vous dis, quelques informations générales sur les partenariats Water for All. Donc, on peut passer. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme Laura vient d'expliquer, Water for All, c'est un partenariat qui est cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon Europe. Et l'objectif de Water for All, c'est d'assurer la sécurité de l'eau pour tous à long terme. Et pour cela, Water for All va essayer de favoriser des transformations et des changements systémiques dans l'ensemble de la filière de recherche et d'innovation dans les domaines de l'eau, mais tout en favorisant également la mise en relation entre les acteurs qui ont des besoins, qui font face aux enjeux de l'eau, mais aussi les porteurs des solutions. Et afin, en fait, d'offrir cette approche systémique, Water for All prend en considération les besoins existants pour différents secteurs de production, donc l'agriculture, les industries, etc., tout en tenant compte aussi les besoins pour la protection des écosystèmes aquatiques et leur biodiversité et la santé humaine. Donc, avec le programme Water for All, nous essayons de fournir des résultats qui vont nous aider vraiment à développer nos connaissances, aussi à développer des outils. Et nous allons aussi essayer d'améliorer la prise en compte de tous les défis sur l'eau dans les politiques européennes et internationales pertinentes. Améliorer également l'utilisation sur les terrains ou les marchés des solutions innovantes pour relever les défis existants. Et finalement, accroître la sensibilisation et l'engagement des citoyens pour une gouvernance de l'eau plus inclusive. Donc, dans cette diapo, vous pouvez voir un peu la structure de notre agenda stratégique de recherche et d'innovation. C'est un document très important parce que c'est le document qui va guider les orientations stratégiques du partenariat. Et donc, c'est un document que vraiment vous devez lire avant la préparation de propositions. Donc, en fait, notre agenda stratégique est structuré autour de 7 thématiques. Une première qui concerne l'économie circulaire, et une deuxième thématique sur les écosystèmes et la biodiversité. Et ce sont les contenus de cette thématique numéro 2 qui ont été prises en compte pour la préparation de l'appel de cette année. Ensuite, nous avons une thématique 3 sur la gestion durable de l'eau, la thématique 4 sur l'eau et la santé, et une cinquième thématique sur les infrastructures de l'eau. Et ensuite, nous avons 2 thématiques transversales qui concernent la coopération internationale et la gouvernance.
Donc, cet agenda stratégique a été adopté en septembre 2022 et, comme je vous dis, c'est vraiment les documents de référence à ce qui concerne les orientations thématiques de Water for All. Et par rapport à ça, il y a un point que je souhaite souligner, et c'est qu'en fait, nous abordons les continuums terre-mer. Donc, nous nous intéressons par des projets qui sont liés aux eaux de surface, les eaux souterraines et aussi les eaux de transition, les eaux littorales également, sont dans le scope de Water for All. Mais les propositions concernant les zones côtières ne sont pas prises en compte que s'il y a vraiment un lien avec les eaux douces. Et je me permets de répéter alors l'importance de lire l'agenda, puisque là, vous aurez des éléments plus précis sur l'encadrement scientifique et thématique de Water for All et donc de votre proposition. Donc, Water for All, c'est vraiment un partenariat sur l'eau douce et les projets doivent donc se concentrer sur cette ressource. Nous pouvons passer maintenant à la diapo suivante, qui est par rapport à l'organisation de Water for All. Donc, comme vous pouvez voir, Water for All est organisé autour des 5 piliers au paquet de travail. Les piliers A s'occupent de la définition des orientations stratégiques de Water for All, donc de l'élaboration de l'agenda stratégique, et s'occupe également de toutes les activités de communication et de coordination avec les autres initiatives européennes, notamment les partenariats, pour faire en sorte qu'il n'y a pas une duplication, et même s'il y en a, pour essayer vraiment d'assurer une bonne complémentarité entre les différentes activités. Le pilier B est responsable des appels à projets, de leur préparation, les lancements des appels et aussi la gestion. Les piliers C abordent des questions qui sont plus liées à l'interface sciences politiques. Donc, l'objectif là est de permettre que les résultats de la recherche soient utilisés par les autorités de gestion, les décideurs politiques. Et dans ces piliers C, on va également trouver des activités qui sont liées aux infrastructures de recherche, la gestion des données, la formation et également la création des startups. Les activités de démonstration sont gérées par les piliers D, qui est en train de travailler maintenant sur une cartographie des Living Labs et qui va analyser aussi dans l'avenir la possibilité de lancer des nouveaux Living Labs. Et finalement, les piliers E, qui se concentrent sur les activités de coopération internationale. Maintenant, je souhaite vous donner quelques informations sur la composition du consortium de Water for All. Donc, on peut passer à la diapo. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, les partenariats Water for All rassemblent un peu plus de 80 partenaires des différents pays, 31 pays, dont 23 des États membres de l'Europe. Et ces consortiums rassemblent une variété de partenaires issus de l'ensemble de la chaîne de la recherche, du développement et de l'innovation dans les domaines de l'eau. Donc, nous avons des partenaires qui représentent les agences de financement de la recherche et de l'innovation au niveau national. Nous avons aussi des représentants des autorités de gestion. Nous avons également des associations et des réseaux scientifiques au niveau européen et également des organismes de recherche. Water for All a été lancé officiellement en juin 2022 et c'est un programme qui aura une durée a priori de 7 ans, même s'il y a quelques activités qui vont continuer jusqu'à 2032. Et pour ce partenariat, la Commission européenne devrait consacrer un peu plus de 120 millions d'euros. Sachant que les montants, les budgets total pour les partenariats avec la contribution de la Commission européenne pourraient atteindre éventuellement plus de 400 millions d'euros. Donc, il y a beaucoup de financements actuellement disponibles pour une grande variété d'activités de recherche et d'innovation. Nous pouvons passer à la diapo suivante. Voilà, donc ici, vous pouvez voir
euh, les différents organismes qui font partie du consortium de Water for All aujourd'hui. Donc, la coordination du partenariat Water for All est assurée par l'Agence nationale de la recherche, mais ensuite, nous avons aussi, comme représentants, les BRGM, les CNRS et France Water Team. Donc, ici, vous avez des informations sur la participation de chacun de ces organismes dans les différents piliers de Water for All. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, l'appel 2023, c'est le deuxième appel de Water for All. Le premier appel était lancé en septembre 2022 sur la thématique numéro 3 de notre agenda stratégique, donc essentiellement sur la résilience, l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Cette année, l'appel est autour de la thématique services écosystémiques aquatiques, qui est un aspect mentionné dans la thématique numéro 2 de notre agenda stratégique. 36 agences de financement participent à cet appel et le budget total prévisionnel pour cet appel est d'environ 37 millions d'euros. Comme vous pouvez lire dans la diapositive, la date limite pour une soumission en première étape est le 13 novembre et les propositions ayant été invitées à soumettre en deuxième étape auront une nouvelle date limite qui sera le 29 avril 2024, donc pour une proposition complète. Nous espérons après pouvoir compléter l'évaluation des propositions pour septembre 2024, ce qui permettrait ensuite de lancer le projet au printemps 2025. Et on va passer maintenant, voilà, on va décrire les différentes thématiques. Vous avez aussi dans cette diapo la liste des pays participants. Donc, pour cet appel 2023, nous avons identifié trois thématiques ou trois topics. Un premier topic qui est la cartographie, suivi et évaluation pour une meilleure compréhension des services écosystémiques dans un contexte de changement, du changement local, mais aussi du changement au niveau plus global. Et une deuxième thématique utopique qui est de mieux comprendre et prévoir les relations pression multiples, impact-réponse dans les services écosystémiques. Et un troisième topic ou thématique qui est le développement des nouveaux outils et solutions pour une meilleure intégration des services écosystémiques dans la gestion des ressources en eau. Et maintenant, on va vous donner encore plus de détails sur les différents sous-topics qui sont listés dans cet appel. Donc, par rapport à la première thématique utopique, cartographie, suivi et évaluation, nous avons identifié 4 sous-topics. Les premiers, c'est améliorer la valeur ajoutée des données sur l'état et les tendances des services écosystémiques. Promouvoir les méta-analyses à différentes échelles et les synthèses des bases de données existantes. Donc, l'objectif ici, c'est de bien combiner les résultats d'une série d'études indépendantes pour avoir une vision plus claire sur l'état et les tendances des services écosystémiques. Le deuxième sous-topic, c'est soutenir un réseau transnational des systèmes de suivi harmonisés en s'appuyant sur les travaux menés dans le cadre d'autres initiatives et des projets européens précédents. Et ici, nous vous conseillons de vous appuyer sur les travaux menés par les initiatives telles que MAES, M-A-E-S, qui est Mapping and Assessment of Ecosystems Under Services, et ensuite aussi TEEB. Ce sont en fait des initiatives qui sont bien listées dans les textes de l'appel, donc nous vous conseillons vraiment de vous appuyer sur les travaux menés par ces initiatives. Le troisième sous-topic, c'est développer, tester et comparer des méthodologies visant à l'évaluation biophysique et monétaire des services écosystémiques dans les écosystèmes aquatiques, y compris leurs valeurs sociales et économiques inhérentes. Les méthodologies d'évaluation doivent refléter la perception de la valeur par les parties prenantes
et garantir que les utilisateurs des services écosystémiques sont bien impliqués dans les processus d'évaluation. Donc là, on favorise vraiment des approches participatives, co-design et co-implementation. Un quatrième sous-topic, c'est la identification des métriques opérationnelles des services écosystémiques qui tiennent compte des interactions entre les humains et les écosystèmes. Donc là, on vous demande vraiment de travailler sur les métriques ou les indicateurs euh, euh, pour bien prendre en compte ces interactions humains-écosystèmes. On peut passer maintenant à la description de la thématique numéro 2 ou topic 2 qui vise à mieux comprendre les relations pression, impact, réponse. Donc là, nous avons identifié également 4 sous-topics. Les premiers, c'est l'évaluation de l'effet des différentes pressions d'origine anthropique et leurs effets cumulatifs sur les écosystèmes et les services écosystémiques. Un deuxième sous-topic qui aborde plutôt les impacts des différentes réponses. Donc là, l'objectif, c'est d'améliorer, développer des approches visant une meilleure compréhension des impacts des interventions pour la protection ou la restauration des services écosystémiques à des échelles temporelles et spatiales pertinentes. Donc, comme vous voyez bien, les premiers sous-topics se concentrent sur les pressions et les deuxièmes sur les impacts. Le troisième sous-topic, c'est par rapport au développement d'approches innovantes pour la restauration des systèmes aquatiques. Et là, quand nous parlons de la restauration, il ne s'agit pas uniquement de la restauration d'un point de vue hydromorphologique. On parle aussi d'une restauration d'un point de vue écologique. Donc, on a mis entre parenthèses quelques exemples, mais il peut y avoir d'autres. Donc, on essaie bien de restaurer la dynamique de l'habitat, les cycles de nutriments, les relations trophiques, les conditions morphologiques, la continuité et la connectivité des rivières, les flux sédimentaires, la connectivité, l'écoulement des eaux souterraines et les débits écologiques. Les opportunités apportées par le nouveau développement technologique devraient être saisies. Et ensuite, nous avons un quatrième sous-topic où l'objectif est de bien analyser les potentiels upscaling des approches réussies de restauration des services écosystémiques pour que on puisse appliquer ces mesures à une échelle plus vaste. On peut passer maintenant à la description de la thématique ou du topic numéro 3 qui concerne des nouveaux outils et solutions pour une meilleure intégration des services écosystémiques dans la gestion des ressources en eau. Donc ça, c'est une thématique, un topic qui vise vraiment les politiques, l'appui aux politiques. Les buts du premier topic est de fournir des stratégies de gestion et de gouvernance pour l'intégration des services écosystémiques dans les politiques de conservation et les mesures de restauration. Les propositions doivent s'appuyer sur les connaissances écologiques des communautés autochtones et locales pour permettre leur implication dans le co-design et la mise en œuvre des solutions proposées. Et nous aimerions bien aussi que les propositions abordent des questions liées à l'approche One Health pour mieux comprendre les liens existants entre les services écosystémiques et le bien-être humain. Et nous avons identifié un deuxième sous-topic qui concerne l'évaluation de la performance des différents systèmes de gouvernance en appui aux services écosystémiques, afin de mieux comprendre quels sont les obstacles existants dans la mise en œuvre des cadres liés aux services écosystémiques. Voilà la description des différentes thématiques. On peut passer à la partie suivante qui concerne les impacts. Donc, quels sont les impacts attendus des projets, des propositions qui seront financées? Donc, nous avons listé 3 impacts principaux. D'une part, améliorer la disponibilité d'eau et l'optimisation de la qualité et la quantité d'eau pour tous les usages. Ça, c'est vraiment
l'objectif principal du partenariat Water for All. Donc, c'est bien évidemment l'objectif aussi des propositions qui seront financées. Un deuxième impact, c'est d'améliorer la résilience des populations européennes face aux risques liés à l'eau, mais aussi des écosystèmes. Et finalement, soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable et la stratégie européenne Just Transition. Ça, c'est par rapport aux impacts. Et on peut passer. Voilà. Finalement, je vais vous donner quelques informations très générales, parce que par la suite, Claire et Sylvain pourront vous donner beaucoup plus d'informations sur les aspects plus pratiques. Mais je souhaite quand même vous indiquer que pour cet appel 2023, nous avons introduit une particularité. Et en fait, il y aura deux modalités de participation à cet appel 2023. Donc, il y aura une première modalité qui sera vraiment dédiée aux Early Career Researchers, ce qui devrait permettre aux jeunes chercheurs de pouvoir coordonner une proposition. Et une deuxième modalité, les Knowledge Hubs, qui vise plutôt à permettre la mise en réseau des scientifiques et aussi à valoriser les résultats des projets de recherche. Donc, comme je vous dis, c'est une nouveauté par rapport à l'appel de 2022. Et ensuite, Claire et Sylvain pourront vous donner plus de précisions sur la participation, les modalités de participation. Merci beaucoup pour votre attention. Et voilà, si vous avez des questions, je serai heureuse d'essayer de répondre. Merci. Alors, je ne sais pas si Laura, tu vois les questions, si tu voulais prendre la main, mais on a une question justement, Esther, sur est-ce que le milieu marin comprend les estuaires, les rivières, les fleuves ou aussi les eaux littorales côtières sont éligibles? Alors, a priori, nous, on se limite maintenant, parce que vous les mentionnez, aux estuaires, les rivières, les fleuves. On n'est pas concerné par les milieux marins, parce que pour cela, il y a un autre partenariat euh, qui s'appelle Blue Economy, partenariat Blue Economy, qui aborde des questions vraiment liées aux écosystèmes marins. Donc, a priori, ça ne rentrerait pas dans le scope de notre appel. Merci. Est-ce Je qu'il y a vois pas d'autres questions. d'autres questions n'hésitez pas, je pense que vous avez l'occasion, enfin, vous avez la possibilité aussi de lever la main pour prendre la parole si ça vous est utile, ou de poser votre question dans le chat aussi. Euh, de toute façon, vous aurez d'autres occasions de poser des questions, je pense, dans le cours de l'heure à venir. Euh, Peut-être que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la présentation générale de Biodiversa Plus. Je vois des têtes qui se hochent. Ah, peut-être une question dans le chat de Magali Kazad. Les pays à revenus faibles et moyens sont-ils éligibles? Peut-être qu'on verra ça dans la partie modalité de participation aussi, sauf si Esther et Claire, vous souhaitez apporter une première réponse. Donc, en fait, il faut aller voir quelles sont les agences de financement qui participent aux appels. Donc, en fait, là, nous avons 30 agences de financement. Je ne sais pas si vous voulez préciser exactement quels sont les pays qui vous intéressent. Mais en fait, il faut aller vraiment aller voir quels sont les pays qui participent. Et dans ces cas-là, les organismes de ces pays sont éligibles au financement. D'accord, bonjour, merci pour la réponse. En fait, je me demandais si c'était comme dans les projets classiques Horizon Europe, si les pays qui ne participaient pas financièrement pouvaient être associés, comme c'est le cas des fois pour les pays à revenus faibles. En fait, il y a la possibilité de faire participer des pays a priori qui ne contribuent pas au virtual pot de l'appel, mais dans ces cas-là, il va falloir qu'ils viennent avec leur propre financement. D'accord. Peut-être je laisse Claire intervenir.
Oui, tout à fait, Esther. Je pense qu'il y aura plus d'informations dans la session parallèle après, où on liste bien les pays qui participent à cet appel à projet, mais il y a la possibilité de venir avec ses propres ressources D'accord, pour les pays qui ne sont pas officiellement qui ne soutiennent pas l'appel à projet. d'accord, merci. Il y a une autre main levée, peut-être Oui, avant qu'on Valérie passe. Transo, c'est Allez-y. moi qui ai levé la main. En fait, si j'ai bien compris, du coup, c'est ces pays qui arriveront avec leurs moyens, on va les considérer comme des partenaires, c'est bien ça? Oui, D'accord, oui. merci. Tout Mais à fait. n'oubliez pas qu'il faudrait avoir dans les consortiums au moins 3 partenaires des pays issus des agences de financement des pays qui contribuent vraiment au financement des projets. Donc, en fait, les pays qui arrivent avec son propre financement, n'y comptez pas dans les 3 pays qui sont à minima nécessaires pour les consortiums. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, c'est clair, merci. Ok, donc, on va pouvoir passer à la présentation générale de Biodiversa Plus. Donc, on laisse la main à Clara. Merci beaucoup, merci Laura. Merci Esther, bonjour à tous. Alors du coup, moi je vais aller directement dans le vif du sujet. Moi je suis Clara Superbi, donc je suis chargée de projet scientifique à l'Agence nationale de la recherche et je vais vous présenter dans les grandes lignes le partenariat Biodiversa Plus et principalement l'appel qu'on lance cette année sur les solutions fondées sur la nature pour la biodiversité, le bien-être humain, pardon, et le changement transformateur. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est que Biodiversa Plus? Donc c'est le partenariat européen pour la biodiversité. Donc ça a été un peu introduit par Laura déjà, mais donc notre objectif premier, c'est de soutenir la recherche sur la biodiversité avec un impact pour la société et pour les politiques. Le partenariat a été mis en place conjointement avec les phases précédentes de Biodiversa, pour ceux qui connaissent, et la Commission européenne, qui apporte un cofinancement. Et donc, on se situe dans le cadre d'Horizon Europe. Il a été lancé à l'automne 2021 et pour une durée de 7 ans. Donc, c'est un réseau de partenaires nationaux. Biodiversa Plus aujourd'hui compte 80 partenaires de 40 pays différents, donc principalement situés en Europe, mais pas que. Ces partenaires sont principalement des acteurs académiques, donc des ministères en charge de la recherche ainsi que des agences de financement comme l'ANR, mais aussi des acteurs politiques. Donc, il y a des ministères en charge de l'environnement et des agences de protection de l'environnement. Pour vous présenter dans les grandes lignes notre portfolio d'activités, alors désolée, j'ai pas traduit cette figure, mais ce qui est vraiment au cœur de ce qu'on fait, c'est la promotion et le soutien des programmes de recherche et d'innovation. C'est dans ce cadre-là principalement que l'ANR intervient. Donc, Biodiversa Plus a prévu de lancer 6 appels à projets sur les 7 ans, donc ça fait à peu près un appel par an. Pour chaque appel, on vise une enveloppe maximum budgétaire, enfin, générale budgétaire d'au moins 40 millions d'euros. Et cette enveloppe globale nous permet de financer environ une trentaine de projets par appel. On a d'autres champs d'action, notamment un champ qui est relativement important sur la promotion et le soutien à la surveillance de la biodiversité au niveau transnational. On a également un pilier de travail sur la promotion et le soutien des solutions fondées sur la nature et de l'évaluation de la biodiversité dans le secteur privé. Donc, l'appel qu'on sort cette année est en lien étroit avec ce pilier de travail. On travaille vraiment à l'interface science-politique pour mieux connecter les programmes de recherche avec les acteurs de politique publique. Et on a aussi tout un champ de travail sur l'internationalisation de la recherche européenne, donc à un niveau global. Tout ce qu'on fait, comme pour Water for All, c'est un peu dicté par l'agenda stratégique de recherche et d'innovation de Biodiversa, qui a été développé au lancement du partenariat. Le document est en ligne et est téléchargeable sur notre site internet, donc je vous invite à le consulter. Mais donc dans les grandes lignes, on a 3 thèmes.
principaux, enfin centraux. Le premier sur la protection et la restauration de la biodiversité, le deuxième sur les changements transformateurs et le troisième sur les actions mondiales de l'Union européenne dans le contexte de la biodiversité, toujours, bien sûr. On a 2 thèmes transversaux. Le premier, pour une meilleure connaissance de la biodiversité et de sa dynamique. Le deuxième, sur une meilleure connaissance des solutions fondées sur la nature dans un contexte de changement global. Et pour tous ces thèmes, l'engagement des parties prenantes, donc à la fois académiques, mais aussi non académiques, est donc très important. Et on met un point d'attention particulier sur la communication, la dissémination des résultats de recherche. Et on s'engage et on soutient fortement les sciences ouvertes. Donc pour ce qui est de l'implication de l'Agence nationale de la recherche dans Biodiversa, donc on était déjà fortement présent dans les éditions précédentes. On a été pour l'édition précédente de Biodiversa impliqué en tant qu'agence de financement dans les 10 appels à projets qui ont été lancés. On a assumé la coordination de tous les appels à projets entre 2015 et 2020 en tant que secrétariat des appels. Et on s'est impliqué dans d'autres actions. Donc, par exemple, voilà, sur le suivi des appels à projets, le lien avec d'autres initiatives, la communication, etc., etc. Et donc, pour Biodiversa Plus, bon, c'est un peu similaire. On est appliqué en tant qu'agence de financement dans les 3 premiers appels qui sont sortis, dont celui de cette année. Et on a prévu d'être impliqué également dans les 3 appels à venir dans le futur. Mais on a pris un rôle plus important, peut-être. Donc, on joue un rôle en fait majeur dans le fonctionnement de l'initiative, puisqu'on est leader en fait du premier pilier du partenariat, qui a donc en charge la promotion et le soutien des projets et programmes de recherche et d'innovation. Et ça, on reste également le secrétariat des appels. Donc, on est point de contact principal donc, pour les chercheurs français, mais en fait pour tous les porteurs à l'échelle du partenariat général. Et ça, ce sera vrai pour tous les appels. On est en charge du processus d'évaluation des appels, mais aussi en charge des comités de pilotage, donc qui regroupent en fait tous les financeurs de chaque appel. Donc, on coordonne le développement des appels, etc., etc. Voilà pour une présentation brève et sans rentrer dans le détail de Biodiversa, mais je vais maintenant vous parler plus spécifiquement du contenu de l'appel à projet donc sur les solutions fondées sur la nature pour la biodiversité, le bien-être humain et le changement transformateur. C'est un appel aussi qu'on appelle Biodiv NBS, donc soyez pas étonnés si vous m'entendez dire ça, je ferai bien référence à cet appel là. Donc peut-être juste pour poser un peu le contexte, évidemment, il y a plusieurs définitions qui sont pas toujours complètement équivalentes des solutions fondées sur la nature, et Biodiversa a vraiment pris le parti d'adhérer à la définition des Nations Unies. Donc, d'après cette définition, les solutions fondées sur la nature sont des actions visant à protéger, conserver, restaurer, utiliser et gérer durablement les écosystèmes terrestres, aquatiques, côtiers et marins, naturels ou modifiés. Cela dans le but de répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux de manière efficace et adaptive, tout en assurant simultanément le bien-être humain, les services écosystémiques, la résilience et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc ça, c'est une traduction de la définition originale qui est en anglais. Mais voilà, ici, en tant que Biodiversa Plus, nous, vraiment, le cœur de la recherche qu'on soutient doit être sur la biodiversité. Et donc, on insiste réellement sur l'importance dans les projets qu'on vise à financer, qu'ils traitent de solutions fondées sur la nature, qui adhèrent à cette définition-là. Et donc, qui apportent un bénéfice à la fois pour les sociétés et l'humain, mais aussi pour la nature et la biodiversité en tant que telle. Pour le contexte un peu de l'appel, donc faut lire le texte de l'appel qui définit de manière détaillée les objectifs et le contexte. Ici, je vais vraiment vous présenter ça de manière brève. Enfin, je vais survoler ce texte. Mais donc voilà, pour le contexte, on sait que d'après les définitions des solutions fondées sur la nature, les objectifs peuvent parfois être contradictoires ou paraître contradictoires. On sait qu'il y a des compromis, donc se poser la question de comment appréhender ces compromis, et notamment dans le contexte de la transformation sociétale. Il y a
c'est aussi acté que la mise en œuvre et la généralisation à grande échelle des solutions fondées sur la nature est complexe, et on n'a pas encore une bonne compréhension fine de tous les facteurs qui sont à même d'influencer le succès des solutions fondées sur la nature. Et donc, dans ce contexte-là, l'appel Biodiv NBS a donc pour objectif de soutenir une recherche sur la biodiversité afin de mieux comprendre les enjeux et conflits liés aux mécanismes sous-jacents des solutions fondées sur la nature et qui impactent leur mise en œuvre en termes de bénéfices, de nouveau, pour la nature, le bien-être humain et les transformations sociétales. Donc, il y a tout un tas de besoins en termes de connaissances, hein, mais aussi en termes de défis qui sont très transversaux. Donc, tous ces besoins sont listés dans le texte de l'appel. Ici, je vous en ai mis que quelques-uns, mais l'appel couvre notamment la compréhension et l'évaluation des bénéfices écologiques, sociaux et économiques des solutions fondées sur la nature, les études ayant pour but de reconnaître et prendre en compte les dynamiques de la biodiversité dans le contexte des solutions fondées sur la nature pour garantir les processus écologiques, évolutifs et comportementaux à différentes échelles spatio-temporelles sont évidemment les bienvenus. Et à comprendre et apporter des solutions aux défis techniques liés à la conception et à la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, à analyser les conflits d'intérêts, les compromis entre utilisateurs et parties prenantes pour la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, comprendre comment les solutions fondées sur la nature peuvent favoriser les changements transformateurs en termes de différentes dimensions par rapport aux changements transformateurs, etc. etc. Et donc, au-delà de ces thèmes transversaux, on a structuré l'appel un peu comme Water for All l'a fait, en fait, en 3 thèmes principaux. Donc, le premier thème, c'est sur les synergies et compromis des solutions fondées sur la nature dans le contexte du bien-être humain. Donc ici, on met vraiment l'accent sur les liens multiples entre les différents objectifs des solutions fondées sur la nature, donc en particulier sur l'amélioration conjointe du bon fonctionnement des systèmes écologiques et du bien-être humain. Le deuxième thème, donc les solutions fondées sur la nature pour atténuer les facteurs anthropiques, donc ici directs et indirects, donc changement climatique, perte d'habitat, espèces invasives, pollution, etc., etc. Et donc voilà, s'intéresser à tous ces facteurs anthropiques qui affectent négativement la biodiversité par perte ou par changement en fait de biodiversité. Et le troisième thème, qui a pour objectif d'examiner les contributions des solutions fondées sur la nature pour des changements transformateurs justes, en mettant ici particulièrement l'accent sur l'identification en fait, des obstacles à la transformation. Donc voilà, je ne vais pas aller au-delà sur le thème de l'appel, enfin, les thèmes de l'appel. Peut-être une petite précision, c'est qu'un même consortium de recherche peut aborder 1, 2 ou les 3 thèmes. Ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment en fonction de vos questions et de vos projets. Et puis, je vous invite donc à lire bien en détail le premier document des documents de l'appel qui sont téléchargeables sur le site de Biodiversa, mais aussi sur le site de l'ANR, et notamment le document 1 qui est le texte de l'appel et qui définit les priorités de recherche couvertes par l'appel. Ensuite, alors après, on rentrera un peu plus finement dans le détail pendant les sessions, mais je voulais quand même vous donner quelques éléments sur le fonctionnement général de l'appel et donc des types de projets financés. Bon, ça, on fonctionne un peu comme ça a déjà été un peu présenté, mais donc les appels à projets conjoints, c'est donc plusieurs agences de financement qui agissent généralement à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale dans certains cas pour certains pays, qui décident de s'unir avec en parallèle un cofinancement de la Commission européenne. Et donc chaque agence va être amenée à financer les chercheurs de son pays ou de sa région, mais on se met d'accord sur un appel à projet conjoint, un même processus d'évaluation, des mêmes thématiques d'appel, etc. Et donc, il y a une unique évaluation internationale, enfin à l'échelle internationale, qui est réalisée par un comité d'experts qui est complètement indépendant. Et ce comité a pour responsabilité donc, d'évaluer et de classer les différentes propositions reçues
Et le rôle vraiment des financeurs et du partenariat ici, c'est de financer un maximum de projets en suivant strictement le classement qui a été fait par le comité d'évaluation et dans la capacité des budgets disponibles. Mais donc, vraiment, on insiste sur le fait qu'il n'y a pas de pré- ou post-sélection à l'échelle nationale. Les types de projets financés, les impacts attendus dans Biodiversa. Alors, pour cet appel en particulier Bioniven BS, je voulais juste signaler que donc, toute innovation ou outil qui ne sont pas forcément étiquetés solutions fondées sur la nature aujourd'hui, mais qui correspondent à la définition pardon, des Nations Unies sont absolument les bienvenus et peuvent rentrer dans les thématiques de l'appel sans problème. À travers cet appel, on est en capacité de financer une recherche qui peut avoir lieu n'importe où dans le monde, mais aussi des études qui s'intéressent à n'importe quel type d'écosystème, donc d'environnement, donc terrestre, aquatique, marin, etc. Là, à l'échelle de l'appel, il n'y a pas de restriction. À l'échelle de la France non plus, à ce niveau-là. En revanche, vous pouvez être amené à former des consortiums avec des équipes de recherche qui auraient des restrictions à leur propre niveau national. Donc, il faut faire attention à ça. De manière générale, les attentes vis-à-vis des projets, c'est évidemment excellence scientifique et originalité, ici au sens de nouveauté de la recherche proposée. On cherche aussi à financer des projets qui ont un impact sociétal et politique important. Une valeur ajoutée transnationale qui doit être clairement démontrée par les projets. Donc ici, il n'y a pas une définition claire. Je peux vous donner quelques exemples, mais votre valeur ajoutée transnationale, ça peut être au niveau de la pertinence de votre projet de recherche par rapport au cadre politique international. Elle peut être indirecte via une mise en relation d'expertise, par exemple, de différentes équipes. Ça peut être l'implication d'aires d'études variées, ouais, etc., etc. Mais il faut bien que vos projets démontrent une valeur ajoutée transnationale. Pardon. Les projets doivent être transdisciplinaires et engager des parties prenantes non académiques. On pourra revenir dessus un peu rapidement, mais voilà, ça c'est très important et c'est évalué par le comité d'évaluation. Et on attend aussi des projets interdisciplinaires qui intègrent des approches et compétences à la fois des sciences naturelles, mais aussi des sciences humaines et sociales et des sciences techniques en fonction des besoins des questions de recherche posées. Donc, toutes ces attentes, c'est à l'échelle de l'ensemble du projet, donc l'ensemble du consortium, pas que au niveau de chaque partenaire, bien sûr, mais c'est important que tout soit bien reflété dans le consortium. Et il y a donc des critères et des sous-critères d'évaluation qui sont spécifiques pour vérifier que les projets répondent bien aux attentes. Au niveau des types de projets financés, généralement Biodiversa, dans les appels précédents, on finance des projets de taille moyenne avec des budgets globaux de 1,2 à 1,5 million d'euros. Alors c'est indicatif, ça ne constitue pas des limites sur le budget total, mais voilà, c'est un peu pour vous donner une idée. Et en moyenne, il y a des consortiums avec des partenaires de recherche provenant de 7 pays. Là, ici, on y reviendra, mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait, comme pour Waterfall, minimum 3 pays impliqués dans un consortium. Donc, bon, globalement, voilà, c'est une bonne opportunité de faire partie de projets de recherche transnationaux d'ampleur assez importante et de collaborer avec d'autres équipes en termes de contenu, mais aussi d'avoir des budgets importants. Très rapidement, il y a un certain nombre de guides et de ressources qui sont développés par Biodiversa et qui sont accessibles, téléchargeables depuis nos sites internet. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a donc le Stakeholder Engagement Handbook. Donc, c'est vraiment sur comment identifier les acteurs à impliquer dans nos projets, à quel moment, pour quelles raisons, etc. Et ça, c'est très important donc, pour l'aspect impact sociétal et politique des projets de recherche. On a un guide sur la pertinence politique de la recherche, donc comment on la définit, comment elle est évaluée. Ensuite, on a un guide aussi sur les sciences participatives qui définit notamment les sciences citoyennes, ses avantages, ses inconvénients et qui donne quelques conseils ou quelques exemples qui permettraient de surmonter les défis.
Et enfin, il y a un guide sur la gestion des données euh, et l'open science et sur comment en fait produire des plans de gestion des données. Alors ça, il vient d'être mis à jour, si je me trompe pas. Et en fait, tout déposant à un projet Biodiversa Plus doit soumettre des informations préliminaires sur la gestion de données envisagée en première étape et ensuite un plan de gestion complet en deuxième étape. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous parler du processus d'évaluation dans sa globalité pour l'appel BiodiVNBS. Donc ici, vous avez le calendrier de l'appel. Donc l'appel, il a été lancé le 11 septembre dernier. Il y a eu un webinaire d'information générale en anglais le 26 septembre qui a récemment été mis en ligne. Donc vous pouvez revisionner le replay. On rentre beaucoup plus dans le détail de certains aspects. Donc voilà, ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil à ce webinaire. Mais voilà, et donc maintenant on est au stade donc de préparation par les porteurs de projets de leur pré-proposition. L'évaluation se fait en 2 étapes. Donc il est obligatoire de déposer une pré-proposition sur notre plateforme en ligne, le PSS, d'ici le 10 novembre. Donc ça, c'est la date limite. Cette pré-proposition va permettre aux agences de financement et au secrétariat de l'appel, donc à nous de manière générale, de vérifier l'éligibilité de tous les consortiums et des équipes partenaires de recherche. Pour tous les projets, les pré-propositions éligibles, elles seront ensuite évaluées par donc, un comité d'experts indépendants sur 3 critères principaux, qui est l'adéquation au thème de l'appel, la nouveauté ou l'originalité de la recherche et l'impact, donc ici sociétal et politique, toujours. Voilà. Et suite à cette première phase d'évaluation, il y aura des résultats qui seront communiqués aux porteurs mi-février et vous serez, on vous le souhaite et on l'espère, invité donc à développer des propositions complètes et à passer en étape 2. Et donc les propositions complètes devront être déposées avant le 9 avril. Toujours sur la même plateforme. Et là, de même, il y aura une vérification rapide de l'éligibilité, suivie d'une évaluation par le comité indépendant, mais il y aura aussi des évaluateurs, des reviewers externes qui seront impliqués à ce niveau-là. Et les 3 critères d'évaluation seront l'excellence scientifique, la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, et de nouveau l'impact sociétal et politique. Et ensuite, les financeurs prendront des décisions pour quels sont les projets qui sont recommandés pour financement fin septembre et ces décisions seront communiquées assez rapidement par la suite. Et on vise donc un démarrage des projets entre le 1er décembre 2024 et le 1er avril 2025. Bon voilà, bon, n'attendez pas la dernière minute pour déposer, mais ça je pense que vous le savez. Et donc la plateforme de dépôt, le PSS, est ouverte et en ligne. Donc vous pouvez dès à présent démarrer vos pré-propositions en ligne. On a donc 40 agences de financement qui participent à l'appel BiodiVNBS. Ces agences proviennent de 33 pays différents. Donc on a un budget total d'un peu plus de 40 millions d'euros qui est réservé pour cet appel. Donc ici, vous avez la liste des pays participants. Comme dans le cadre de l'appel Water for All, donc les déposants doivent former des consortiums transnationaux qui doivent être composés de partenaires provenant d'au moins 3 pays différents participant à l'appel et faisant une demande de financement à donc 3 agences différentes. Et on a également minimum 2 de ces partenaires qui doivent appartenir à des États membres de l'Union européenne ou à des pays associés à Horizon Europe. Mais là, de nouveau, parce que je sais que des fois, c'est pas très clair, tous les pays associés à Horizon Europe ne sont pas éligibles de manière automatique aux appels Biodiversa Plus. Et pour vérifier votre éligibilité ou celle de vos partenaires de recherche potentiels, il faut vraiment regarder la liste des pays qui est régulièrement mise à jour sur notre site Internet. Pour former vos consortiums, Biodiversa Plus a aussi développé un outil de recherche de partenaires que vous pouvez utiliser.
C'est vraiment un outil, une plateforme de réseautage, hein. Donc, vous pouvez remplir un formulaire en ligne, hein, pour vous présenter votre projet, etc. Ce formulaire, il sera posté sur la plateforme, donc il sera publiquement accessible et vous pourrez être éventuellement contacté par d'autres porteurs de projets. Vous pouvez aussi évidemment consulter les posts qui ont été faits par d'autres porteurs de projets et qui sont actuellement en ligne. Il y a différents champs qui vous permettent de faire vos recherches de partenaires, soit par pays, soit par discipline, par mots-clés, etc. Donc en ce moment, on a plus de 30 projets qui recherchent des partenaires sur la plateforme. On a aussi plus de 120 partenaires qui recherchent des projets et il y a plus de 40 pays représentés. Voilà, n'hésitez pas à utiliser cet outil pour compléter vos consortiums. Et pour finir, donc tout ce que je vous ai dit est détaillé dans un certain nombre de documents qui sont téléchargeables sur le site de Biodiversa. Donc il y a tous les documents de l'appel, hein, donc le texte d'annonce, les formulaires de soumission, des pré-propositions et propositions détaillées. Donc ça, c'est à titre indicatif, hein. Une checklist, notre politique en matière de gestion des données, les critères d'évaluation qui sont plus détaillés que ce que je vous ai donné ici, politique de confidentialité, etc. N'hésitez pas aussi à consulter régulièrement la mise à jour des pays participants et des organismes de financement qui participent à l'appel. Et on a aussi une FAQ qui est très développée et qui est une très bonne ressource avec beaucoup d'informations à aller chercher. Et je pense que pour l'instant, c'est tout pour moi avant de passer en session. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions peut-être. Alors, il y a une question dans le chat, question similaire à celle de Magali Gazad. Dans un tel appel Biodiversa Plus aux enjeux globaux, comment impliquer et financer des partenaires de recherche d'Afrique de l'Ouest ou d'Asie du Sud-Est, venant de pays qui ne sont pas financeurs de cet appel? Alors, merci beaucoup. Il y a plusieurs façons de les impliquer. Alors, vous pouvez avoir des partenaires de pays non participants qui sont impliqués en tant que partenaires autofinancés et ils ont le statut de partenaire de recherche. Une alternative, c'est de contractualiser sous réserve, hein, que les coûts de sous-contractualisation soient éligibles aux différentes agences de financement. Enfin, quand je dis contractualiser, c'est sous-traité, pardon. J'espère que ça répond à la question. Moi, Peut-être j'avais peut-être une pour question. ajouter, Ah, pardon. juste pour ajouter une précision, si c'est un partenaire du coup qui participe sur fonds propres, en étape 2, il doit fournir une lettre qui prouve en fait qu'ils ont bien sécurisé un budget pour participer, qu'ils ont, qu'ils ont bien un budget pour participer au projet, même s'ils sont sur fonds propres. Et ça, cette lettre, elle sera demandée en étape 2. La personne a répondu que oui, merci. Donc, je suppose que vous avez bien répondu à la question. Moi, j'avais une question qu'on a souvent au niveau des PCN. Est-ce que le consortium il peut évoluer entre l'étape 1 et l'étape 2? Et comment est-ce on peut le justifier si c'est une possibilité? Alors, Céline n'hésitera pas à compléter, mais alors, il y a un certain nombre de changements, si je ne dis pas de bêtises, c'est deux qui sont autorisés entre l'étape 1 et l'étape 2. Ces changements ne doivent pas euh, impacter le contenu scientifique de la proposition. Ça, ce qui est soumis en étape 1, c'est vraiment contraignant. Mais oui, il peut y avoir des modifications. Alors, c'est pas possible de faire un changement de coordinateur entre l'étape 1 et l'étape 2, sauf en cas vraiment de force majeure. Mais c'est exceptionnel. Il faut repartir du principe que ce n'est pas possible. Et par contre, oui, au niveau des partenaires de recherche, il peut y avoir des modifications à apporter. Une dernière question peut-être avant de passer, il y en a une dans le chat. Merci pour votre présentation très claire. Est-ce que l'outil de recherche de consortium est utilisable pour des chercheurs qui anticipent déjà le col 2024-2025?
Si vous voulez l'utiliser pour prendre contact avec des chercheurs, je pense que oui, dans l'absolu, c'est possible. Après, l'outil en tant que tel, on en ouvre un par appel. Donc, celui pour le call 2024-2025, on espère, généralement, on essaye de l'ouvrir au moment de la pré-annonce. Et donc, les lancements des pré-annonces, on les fait en juin. Donc voilà, après, rien ne vous empêche de démarrer à constituer des réseaux dès maintenant, mais celui-ci, il est vraiment thématique et focus sur l'appel NBS. Et on a une personne qui lève la main. Je vous laisse la parole. Bonjour, c'est de nouveau Christophe Hérodeau qui avait posé la question tout à l'heure sur les partenaires et je voudrais rebondir par rapport à votre réaction et par rapport aussi au message que Sven vient de poster aussi dans le même sens, c'est-à-dire que vous proposez que les partenaires sud, qui sont des pays qui ne financent pas l'appel, soient prestataires, soient des sous-contractants, mais dans ces cas-là, ça pose des soucis quand c'est des partenaires de recherche. Parce que comment peut-on les impliquer dans l'accord de consortium s'ils sont prestataires? Est-ce qu'on peut les inclure dedans et comment les faire participer en tant que partenaires au projet alors qu'ils ont un statut de prestataire? Oui, Céline, je ne sais pas si tu veux répondre, mais je pense que oui, effectivement. Vas-y, je te laisse répondre. Alors, en effet, enfin, au niveau de Biodiversa Plus, du coup, ils apparaissent comme partenaires sous-traités. Par contre, ensuite, lorsque vous contractualisez avec l'ANR en cas de financement de votre projet, là, ils apparaissent plus comme partenaires. Ils sont donc pas inclus dans l'accord de consortium parce que c'est juste, entre guillemets, de la sous-traitance. Et il faut également prendre en compte que à l'ANR, on a des règles sur la sous-traitance. Notamment, par exemple, que ça ne doit pas dépasser 50% de l'aide demandée par le partenaire qui sera financé par l'ANR. Et ça, après, je pense que euh, c'est ces partenaires qui, du coup, sont pas financés directement via l'appel. Il faut faire attention parce que chaque agence de financement a vraiment ses règles concernant la sous-traitance. Donc là, ce que nous, on dit, c'est vraiment par rapport à l'ANR, mais il y a d'autres agences de financement qui peuvent ne pas autoriser la sous-traitance. Ça veut dire que nous, on ne peut pas avoir de partenaires sud, du coup, au sens de partenaires, quoi, qui font partie d'accords de consortium. Avec les règles ANR, ça n'est pas possible dans de tels appels. Ils peuvent venir sur fonds propres. D'accord. C'est euh, c'est une autre solution. Oui, difficilement réaliste. D'accord. Merci pour ces précisions. En tout cas, peut-être si je peux ajouter également, c'est que Biodiversa est vraiment mobilisé pour essayer d'inclure un maximum de pays. Là, voilà, on a vu que Clara a présenté la liste des pays. Il y avait certains pays qui n'étaient pas participants dans les précédents appels. Par exemple, c'est la première fois que la Géorgie participe. Euh, en tout cas, elle n'était pas partenaire l'an dernier. Et voilà, Biodiversa Plus est vraiment mobilisé pour essayer d'inclure un maximum de pays. Oui, et ça, peut-être on a effectivement toute une stratégie d'internationalisation. On est absolument ouvert. S'il y a des réseaux sur lesquels on sait qu'on aimerait impliquer certains pays dans les appels biodiversa et d'une année sur l'autre, ces pays participent pas aux appels, etc., on encourage aussi les chercheurs à prendre contact avec leurs agences de financement locales pour qu'elles prennent contact avec nous directement et qu'on voit ce qui peut être mis en place et intégrer de nouveaux partenaires tous les ans. Donc là-dessus, on est vraiment preneur et ouvert à inclure de nouvelles agences de financement pour inclure de nouveaux pays. D'accord. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer, je pense, aux sessions parallèles. On va pouvoir